Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui au webinaire sur le référent Covid. Je m'appelle Nicolas Bertrand, je suis responsable du pôle prévention du service de santé au travail de Haute-Corse. Je suis avec le docteur Combi, médecin du travail. Bonjour. Et je suis aussi avec trois autres de mes collègues, Olivier Agostini, Padivoria Rafal et David Silicane, qui vont répondre à vos questions que vous pourrez poser tout au long de l'intervention sur la plateforme. Donc n'hésitez pas. On les traitera à la fin de l'intervention aussi, pour les questions qui sont revenues le plus souvent. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de l'intervention. Alors, l'objectif de cette intervention d'aujourd'hui, c'est donc d'informer les référents Covid sur leur rôle, leur mission dans leurs entreprises, de mettre à jour les connaissances et les bonnes pratiques de prévention concernant le Covid-19 et de protéger in fine la santé des salariés dans votre entreprise et aussi plus généralement d'éviter ce qu'on appelle la deuxième vague ou l'apparition de clusters et de jouer aussi sur votre environnement, sur l'ensemble de la Corse. Donc, il y aura 30 minutes environ de présentation où nous allons vous présenter alternativement le docteur Combi et moi-même des informations et ensuite on gardera 15 minutes pour répondre aux questions que vous aurez pu poser sur le chat sur la plateforme. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions, ça permettra d'animer un petit peu cette présentation. Donc le contexte, c'est que l'épidémie actuellement, on peut le dire, est maîtrisée. On a peu de cas en Corse, mais néanmoins elle est menaçante. Il y a des craintes d'un retour possible, avec évidemment l'afflux touristique qui arrive là, qui a déjà commencé à arriver en Corse, et potentiellement des gens qui vont pouvoir venir apporter des sources de Covid, mais aussi la crainte d'un retour possible lié à des changements de conditions climatiques, peut-être plus à prévoir à l'automne. On ne sait pas actuellement si elle va réellement arriver ou quelle ampleur aurait cette vague, mais en tout cas, il faut mettre en place des mesures pérennes pour éviter évidemment que ça ne revienne aussi fort que l'on l'a connu cet hiver au printemps. Donc le gouvernement a édité un guide, dit un protocole national de déconfinement, qui s'applique à toutes les entreprises et associations et qui liste un certain nombre de mesures pérennes à mettre en place, et notamment qui a officialisé cette notion de référent Covid. Donc aujourd'hui, on va évidemment parler de la mission du référent Covid et puis on balayera ensuite les grandes mesures de prévention organisationnelle collective, les équipements de protection individuelle et puis les protocoles de prise en charge des personnes symptomatiques, ainsi que la question de la prise de température qui revient souvent. Alors, le référent Covid, c'est déjà une obligation dans les entreprises avec ce protocole de déconfinement et il doit être désigné par le dirigeant. Et il y avoir des missions clairement définies et l'autorité nécessaire à leur réalisation. Néanmoins, ces missions peuvent varier d'une entreprise à l'autre et aussi la personne qui est la plus à même d'effectuer ce rôle de référent Covid. Dans les entreprises de petite taille, par exemple, ça peut être tout simplement le chef d'entreprise. Dans des entreprises un peu plus structurées, ça peut être un responsable hygiène, sécurité, environnement s'il y en a un, sauveteur secouriste, ou simplement quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui est capable de le porter dans l'entreprise. L'idée, c'est vraiment que cette nomination du référent Covid et ses missions se fassent dans le cadre d'une démarche de dialogue social qui implique la direction, les chefs des entreprises et les représentants du personnel, CSE, représentants de proximité s'ils existent. Donc l'idéal est d'avoir un référent Covid qui ait des connaissances et compétences préalables, donc à savoir notamment connaître et maîtriser les gestes barrières, on en a beaucoup parlé, mais aussi les mesures de prévention. Il faut aussi que ce référent n'ait pas que des connaissances, mais qu'il sache derrière les déployer sur le terrain, y compris dans des conditions plus exceptionnelles, dans le cadre d'accidents, d'attroupements, de fonctionnements, on va dire, exceptionnels ou anormaux. Donc il faut prévoir ces urgences qui pourraient apparaître et pas uniquement le train-train quotidien d'entreprise.
Et bien évidemment, ça doit être quelqu'un aussi qui est capable d'assurer une veille, de se mettre à jour et qui est capable de connaître et de savoir utiliser les ressources disponibles, notamment sur les sites gouvernementaux, professionnels, mais aussi il y a un développement notamment en Corse d'un certain nombre de documentations régionales par secteur. Donc les missions du référent Covid sont à définir dans chaque entreprise en fonction de sa taille, de son organisation et du contexte. Donc il n'y a pas un listing obligatoire qui est dans la loi ou qui est dans le protocole de déconfinement qui permet de lister précisément toutes ces missions. Mais néanmoins, nous allons essayer de vous proposer un certain nombre d'actions qui nous paraissent, nous en tout cas, être des actions permettant de limiter le risque de propagation, d'apparition du Covid dans l'entreprise. Il y a des missions qui vont être dites organisationnelles, qui vont toucher au fonctionnement de l'entreprise. Il y a des missions opérationnelles, des choses qu'il va falloir faire très concrètement dans l'entreprise. Et ensuite, des missions d'information, de communication, voire de formation auprès des autres salariés, voire des entreprises extérieures, des sous-traitants ou des clients. Alors, les missions organisationnelles possibles, ça va être de réaliser un état des lieux déjà de la situation dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a déjà mis en place? Qu'est-ce qu'il reste à mettre en place? Où on en est? Ensuite, il faut conseiller et proposer des mesures de prévention pour adapter l'activité. On a parlé de choses évidemment comme le télétravail, mais ça peut être le séquençage des postes de travail, des arrivées différées, d'occuper différents locaux qui seraient mieux aérés, d'adapter des tournées. Enfin, il peut y avoir beaucoup de solutions pour toucher à l'organisation des activités. Il faut organiser aussi les retours de terrain parce que on ne fait pas ça parce que c'est juste un document administratif ou quelque chose. Là, c'est une vraie démarche de terrain et il y a clairement des choses qu'on va essayer de mettre en place qui ne fonctionnent pas. Il faut le prendre en compte, essayer d'adapter pour avoir les résultats de façon réaliste les plus efficaces. Organiser les mesures de secours ou d'urgence en cas de suspicion de symptômes, et le docteur Combi vous en parlera tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le point clé actuellement de la maîtrise de l'épidémie, c'est réagir très rapidement dès la suspicion de symptômes ou à l'apparition de premiers symptômes. Donc ça, on y reviendra plus tard, c'est très très important. Ensuite, des aspects qui sont plus, pour le coup, des obligations réglementaires, mais qu'il ne faut pas négliger, c'est de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est un document obligatoire dans les entreprises qui liste le repérage des risques, mais aussi les mesures de prévention à mettre en place. Donc, vis-à-vis du Covid, c'est bien de le mettre à jour. Il y a un autre document qui n'est malheureusement pas fait souvent, mais qui est vraiment utile, d'autant plus dans ce cadre épidémique, ce qu'on appelle le plan de prévention. Le plan de prévention, c'est un document qui permet de gérer différents acteurs dans des mêmes locaux, à savoir par exemple les sous-traitants, ou quand il y a un site qui est partagé entre plusieurs entreprises, comme les chantiers du BTP par exemple. L'idée est d'avoir un plan de prévention qui alerte les autres entreprises des risques présents à un endroit. Ça peut être par exemple, des gens de l'entretien, de la maintenance qui arrivent sur le site. Ils ne sont pas forcément censés savoir où vont être les risques de contamination Covid. Est-ce que ça a été nettoyé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre un masque dans tel endroit? Donc, c'est un document qui permet pour les autres de formaliser les mesures de prévention. Alors, plus concrètement, le référent Covid peut avoir des missions très opérationnelles. Donc, ça va être de déployer concrètement les mesures de prévention décidées avec l'employeur. À savoir par exemple le balisage des zones, le marquage des sens de circulation pour gérer les flux, l'interdiction d'accès et la mise en place de protections comme des plexiglas et l'affichage des consignes de sécurité. Il y a aussi un rôle important pour aider au choix des équipements de protection individuelle adaptés à chaque situation de travail. On le verra un petit peu plus tard sur les masques, est-ce qu'on met des gants ou pas, est-ce qu'on met des visières. Donc, il va falloir analyser ces situations de travail et apporter la réponse la plus adaptée. Organiser le nettoyage régulier des locaux en prenant en compte les zones à risque. Donc là, ce n'est pas de gérer le ménage, on va dire, avec les entreprises extérieures si c'est sous-traité comme il est fait d'habitude. C'est vraiment d'aller plus loin, c'est-à-dire de cibler des zones qui vont être en contact soit avec du public, des clients ou d'autres salariés. Ça va être par exemple des
les téléphones, les poignées de porte, des zones d'accueil, les chaises dans les salles d'attente, etc. Et d'essayer de déterminer une fréquence raisonnable qui permette de limiter les risques de la présence du Covid sur ces surfaces. S'assurer de la mise à disposition de points d'eau avec du savon. Donc, je vous le dis car la question est posée souvent, mais le plus efficace, c'est de se laver les mains avec de l'eau et du savon. À défaut, quand on est mobile sur des chantiers ou quand on n'a pas de point d'eau, utilisez des gels hydroalcooliques. Si vous avez un point d'eau, vous lavez correctement les mains. Des protocoles qui sont disponibles sur notre site, sur Internet, avec du savon, c'est très efficace pour limiter les risques de contamination au Covid. Il peut y avoir aussi la distribution de lingettes désinfectantes pour favoriser la désinfection de petites pièces, comme par exemple les téléphones, les petits mobiliers, etc., des outils. Et une nouveauté aussi qui n'est pas encore réglementaire mais dont on parle beaucoup, a priori le gouvernement souhaite obliger les entreprises à constituer des stocks pour environ 10 semaines dans le cas où il y aurait une seconde vague pour qu'on ne soit pas pris de court comme ça l'a été la pénurie de masques notamment pendant la crise. Donc essayer de faire ces stocks-là et de masques et de produits de désinfection, de lingettes, etc. pour tenir 10 semaines environ. Et ensuite, il faut s'assurer au quotidien, faire des points réguliers, des audits, pour s'assurer de la mise en place effective des mesures de prévention, voir si elles sont réellement mises en place. Dernière mission, et pas des moindres, informer, sensibiliser ses collègues. Donc, c'est donner les consignes pour le port des EPI et le nettoyage des mains. Animer EPI, c'est les équipements de protection individuelle, masques notamment. Animer et participer à des réunions régulières d'échange et d'informations, ça c'est pour organiser notamment le retour d'expérience. Il ne faut pas penser que si on fait quelque chose en juillet, ça y est, c'est fini. Il y a beaucoup de nouveautés, on apprend beaucoup sur cette crise-là, il y a des choses qui ont évolué au fur et à mesure, donc prendre le pouls régulièrement des retours de terrain, de la compréhension des salariés sur les mesures de prévention, c'est très important. Apporter évidemment tout soutien et assistance aux collaborateurs et enfin être un interlocuteur privilégié entre les différentes parties prenantes, c'est-à-dire ça va être très important de pouvoir échanger sur les pratiques, les protocoles, etc., entre les différents collaborateurs, mais aussi entre les partenaires, les sociétés extérieures et aussi les clients. On le voit bien dans l'hôtellerie, la restauration, la difficulté parfois à communiquer avec des gens qui ne veulent pas se protéger, qui pensent qu'il n'y a pas besoin, etc. Donc, il y a un rôle là-dessus aussi pour faire passer des messages du mieux qu'on peut. Et enfin, être en veille et surtout adapter les mesures à la réalité. Alors, une petite question, un petit complément sur la responsabilité du référent Covid. Donc là, c'est très clair. Le Code du travail indique que c'est l'employeur qui est responsable et qui doit garantir la santé et la sécurité des salariés. Donc, dans le cas où le référent Covid désigné n'est pas l'employeur, il est sous la responsabilité de ce dernier. Donc, in fine, la désignation d'un référent Covid n'exonère pas le chef d'entreprise de sa responsabilité, de son obligation de résultat sur la santé et la sécurité des salariés. Alors, on va maintenant dérouler les mesures de prévention et je vous représente ce qui pour nous est notre Bible, mais qui est vraiment important, à savoir les principes généraux de prévention. C'est que quand on a plusieurs mesures disponibles pour gérer un risque, on essaie de prioriser d'abord les mesures suivant cet axe-là. C'est-à-dire qu'au début, on essaie d'éviter les risques. Une mesure d'évitement des risques qui a été très utilisée, qui n'est plus la norme, mais qui est quand même une solution qu'on peut continuer à faire, c'est notamment par exemple le télétravail, qui évite le contact entre les salariés dans l'entreprise. Ça peut être aussi éviter les risques, l'isolement d'un certain nombre de salariés dans un bureau, par exemple, un par bureau, etc., va essayer d'éviter les risques. Ensuite, il faut les évaluer, combattre les risques le plus en amont possible à la source, adapter le travail à l'homme et non pas adapter l'homme au travail, c'est-à-dire qu'on va d'abord essayer de modifier son organisation plutôt que de donner des consignes aux salariés. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, c'est vraiment très important
On apprend beaucoup de choses sur le coronavirus et donc il faut adapter, revoir un certain nombre de choses. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, donc ça malheureusement on n'a pas cette possibilité-là. Planifier la prévention et ensuite prendre des mesures de protection collective et en dernier recours, des mesures de protection individuelle tout en informant et donnant les instructions appropriées aux salariés. Alors, le télétravail, comme je vous l'ai dit, ça n'est plus la norme. C'est-à-dire que dans la phase 2, l'étape 2 du confinement et du déconfinement, on devait tous essayer de rester en télétravail. Maintenant, c'est une solution qui est à privilégier dans le cadre d'un retour progressif à une activité présentielle ou dans le cadre d'une activité alternée. Donc, on a vu l'intérêt du télétravail, mais on en a aussi un peu vu les défauts. Pendant cette crise, pour les entreprises qui n'avaient pas d'accord de télétravail encore mis en place dans l'entreprise, qui sûrement vont avoir à le faire suite à la sortie de crise, mais le télétravail, et là on vous a mis un lien que vous aurez dans la présentation qui sera téléchargeable à l'issue du webinaire. Donc le télétravail, ça doit quand même s'encadrer, c'est-à-dire qu'il faut se forcer à essayer d'avoir des horaires fixes, avoir des missions clairement définies, plutôt que d'avoir du flou qui va derrière générer potentiellement des conflits en interne, des difficultés aussi bien pour les managers, les chefs d'entreprise que pour les salariés, parce qu'on ne sait pas tellement quoi faire, on n'a pas mis en place des retours, de la communication, donc il faut quand même l'encadrer. Bon, on va passer vite sur les règles d'hygiène et de distanciation parce que je pense qu'on vous l'a rabâché, donc à la distance d'1 mètre évidemment. Ce qui est important quand même et ce qui manque peut-être encore de mise en place dans les entreprises, il y en a qui l'ont fait, d'autres pas, c'est le séquençage des postes de travail. Ça, c'est vraiment important. L'arrivée dans les vestiaires le matin pour changer, etc. L'idéal, si on peut, et il y a quand même beaucoup de métiers où on peut le faire, une arrivée à 7 heures du matin, l'une à 7h30, l'autre à 8 heures, l'autre à 8h30, qui permet de faire en sorte que les gens n'arrivent pas tous au même endroit, que ça fasse un effet de bouchon. On va échanger, discuter, etc., qui va derrière être source potentiellement de contamination. Donc la gestion des flux des employés et des clients, ça c'est vrai que c'est difficile. On voit ici avec l'afflux touristique, les gens partent en vacances après la crise et ne sont pas forcément tous très raisonnables, mais enfin il faut essayer de faire du mieux possible là-dessus. La définition de jauge maximale de personnes présentes dans les salles ou les locaux, et puis la mise en place d'écrans ou de barrières sur les caisses, sur ce qui va accueillir du public pour protéger les salariés. Donc, à défaut, si le contact est inférieur à 1 mètre, c'est-à-dire si on ne peut pas s'assurer la distanciation, c'est très clair, le port du masque est obligatoire. C'est pour ça que, par exemple, dans l'hôtellerie, un serveur qui va être en salle, qui va servir des plats, on sait très bien qu'il va devoir se rapprocher des clients. C'est pour ça que pour ces postes-là, par exemple, le port du masque est obligatoire. Alors, il y a des mesures maintenant qui vont tendre aussi à la prévention des risques de contamination manuportée, c'est-à-dire les risques de se contaminer en touchant des surfaces contaminées et de se les mettre ensuite au visage. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier les surfaces. Alors, ça peut être des objets, des points de contact fréquemment touchés par les salariés, et derrière, d'effectuer du nettoyage et de la désinfection. Alors attention, parce que nettoyage et désinfection, c'est pas pareil. Le nettoyage, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les mains, c'est déjà très efficace. Donc, nettoyage avec des détergents, pas forcément virucides, est efficace pour nettoyer un certain nombre de surfaces. La désinfection, normalement, on la cible vraiment sur les zones qui sont les plus à risque, les plus fréquemment touchées. Car à terme, la désinfection systématique pose problème parce que ça vient modifier les écosystèmes de bactéries, de virus, etc. Et on peut créer des résistances à terme avec les désinfectants. Donc il ne faut désinfecter que quand c'est réellement utile. Donc nettoyage plus désinfection ciblée. Lavage systématique des mains au savon ou à défaut gel hydroalcoolique, ça on dit clairement que c'est le mécanisme d'exposition majoritaire et que c'est vraiment très très efficace. Vous imaginez les mêmes risques par exemple sur une gastroentérite. Le lavage des mains systématique va sûrement drastiquement baisser le nombre de contaminations.
et puis l'information des salariés sur ces procédures. Parce que le lavage des mains, hein, c'est pas le lavage des mains vite fait, on se mouille un petit peu en 10 secondes avec un petit peu d'eau, un peu de savon. C'est vraiment un lavage des mains avec l'ensemble des surfaces, aussi bien les doigts à l'intérieur, les paumes à l'intérieur, l'extérieur, les poignets et le bout des doigts. Donc c'est vraiment des gestes quasiment à réapprendre. Et souvent nos enfants qui sont à l'école d'ailleurs le font mieux que nous parce qu'on les forme maintenant à ça. Et ils le font parfois même très bien. Donc, des petits points de vigilance aussi et des mesures à prendre en compte. Donc, c'est les vestiaires, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, mais les vestiaires, normalement, et c'est marqué clairement dans le protocole de déconfinement, doivent être à usage individuel parce que si tout le monde se change en même temps dans les vestiaires, on risque d'avoir des contaminations et doivent faire obligatoirement l'objet d'un nettoyage journalier avec un produit actif sur le virus, cela. Ensuite, l'aération, très efficace aussi pour diminuer ou limiter les risques de présence de particules dans l'air contaminées avec le Covid. Donc, c'est l'aération des locaux de travail et dans le protocole de déconfinement, on dit environ minimum 15 minutes toutes les 3 heures. Mais si vous pouvez aérer au maximum, faites-le. Et on s'assure d'un apport d'air neuf adéquat par le système de ventilation. Ce qu'il faut éviter, c'est le ventilateur. Autre mesure du socle de déconfinement, c'est l'élimination des déchets potentiellement contaminés avec le Covid, à savoir notamment les masques. Hein. Donc là, la procédure pour les masques, c'est d'essayer de les mettre dans une poubelle spécifique à masques et en pensant aux rippers, aux gens qui travaillent dans les déchets, hein, derrière, d'essayer de mettre une double paroi, c'est-à-dire 2 sacs pour éviter les risques d'ouverture malencontreuse de ces sacs qui viendraient disperser ces masques. Ensuite, ça c'est important, on évite de porter des gants. Ça c'est une recommandation très forte. On n'attrape pas le Covid parce que le virus passe à travers la peau de la main. On attrape le Covid parce que on a les mains contaminées, souillées, et ensuite on vient se les apposer au visage, se ronger un ongle, etc. Et c'est ce mécanisme-là. Si on porte des gants et qu'on touche une surface contaminée et qu'après on se touche le visage, c'est exactement le même effet que s'il n'y avait pas de gants. Donc ça peut apporter un faux sentiment de sécurité. Et en plus, les petits gants, hein, qu'ils soient en latex ou en nitrile, ce ne sont pas des gants lavables. Donc si vous les lavez avec des détergents, ils vont avoir potentiellement les polymères qui constituent ces gants vont s'abîmer et potentiellement vont laisser passer du virus. Donc vraiment les gants, ça n'est intéressant que s'il y a d'autres risques derrière, des risques chimiques par exemple, avec des acides, des bases ou des produits dangereux, mais le gant lui-même ne protège pas du Covid. Alors, une question aussi fréquemment posée, hein, c'est l'utilisation des climatiseurs. Donc, c'est clairement dit dans le protocole de déconfinement, les climatiseurs, leur utilisation est possible, ça n'est pas interdit, mais c'est encadré, à savoir que il faut qu'ils soient maintenus, donc qu'il y ait une maintenance régulière qui ait été faite, donc minimum une fois par an. On change les filtres, on les régénère, on les lave, on les désinfecte, et on essaie de mettre en place des filtres dans ces climatiseurs qui favorisent la filtration des petites particules. Donc il y en a, qui s'appellent notamment les HEPA pour High Efficiency Aérosol, particules aérosols, donc qui permet d'attraper ces petites particules et d'éviter de les renvoyer dans l'air. Et dernière chose aussi non négligeable, c'est qu'il faut essayer d'orienter les évents de la climatisation, c'est-à-dire les petites ailettes qui donnent la direction du flux d'air, pour éviter de générer des flux d'air qui arrivent dans les zones de respiration vers le visage des gens. Parce qu'on imagine, hein, c'est comme si on éternuait dans le sens du vent, ben là, à la distance d'1 mètre, ce sera beaucoup plus potentiellement de contamination. Et donc, on évite qu'il y ait des courants d'air qui puissent projeter des particules. Donc, limiter la ventilation du climatiseur, et essayer d'orienter ces évents plutôt vers le plafond ou des murs où il n'y a pas les salariés directement. Mais vous pouvez les utiliser dans ce cadre-là. Et ensuite, une autre mesure, mais le docteur Combi reviendra, c'est la conduite à tenir en cas d'apparition des symptômes. Passons maintenant au masque de protection individuelle. Donc rapidement, on va rebalayer les types de masques. Clairement,
Le plus courant, ça va être le masque chirurgical. Le masque chirurgical, il est normé. Alors, il vous protège partiellement, parce qu'il ne filtre pas forcément toutes les particules que vous respirez, hein. Il y a des fuites sur les côtés, etc. Par contre, il protège vraiment bien les autres, parce que quand vous allez éternuer, tousser, etc., les particules avec une haute énergie, une vitesse importante, vont venir s'impacter sur votre masque. Et donc, vous allez vraiment limiter la propagation de ces fameux aérosols contenant du Covid si vous êtes contaminé. Donc ça, c'est les masques les plus courants. Il y a des masques qui sont plus efficaces, qui s'appellent les FFP2 notamment, qui eux, alors il y a des FFP1 qui sont moyennement efficaces, les FFP2 qui sont pas mal, et les FFP3 peuvent être encore plus efficaces, mais il faut faire attention parce que les FFP3, parfois, ils sont utilisés par exemple dans le BTP, il y a des valves, et donc ça, c'est pas très bon, parce que ça veut dire que l'air qu'on exhale n'est pas filtré. Donc le mieux, c'est le FFP2 à utiliser là-dedans. Ensuite, il y a des masques en tissu qui ont été faits. Donc là, attention, attention. Il y a beaucoup de masques en tissu fait maison, des écharpes, etc., avec des tissus qui n'ont pas été évalués, etc., qui ne valent rien du tout. Il y a des masques en tissu qui ont été évalués suivant une spécification LAFNOR. Il y en a moins qu'on ne le croit. Et ces masques-là, ils doivent être changés toutes les 4 heures ou tous les jours, être lavés, réutilisés. Il y a un protocole pour les décontaminer, hein, au moins à 60 degrés, séchage pendant 30 minutes, faire à repasser, ce que font en général jamais les gens. Donc nous, on vous conseille fortement maintenant, hein, d'utiliser des masques chirurgicaux si vous arrivez à vous en procurer, ce qui est le cas actuellement en Corse, on en trouve à peu près partout. Enfin, il y a les visières. Donc les visières ne sont pas véritablement un moyen de prévenir la contamination par la respiration, hein, de particules. C'est plutôt un moyen d'éviter d'avoir des projections, une contamination du visage, des yeux, si quelqu'un vient ou s'il y a des aérosols qui viennent s'impacter sur la surface. Si vous voulez, quand vous avez de la fumée, par exemple, hein, une fumée d'un incendie ou une cigarette, vous voyez bien le comportement de la fumée qui va venir faire le tour des parois. Et c'est pas quelque chose qui est équivalent du tout à un masque, c'est plutôt quelque chose qui vient en complément du masque pour augmenter la protection. Maintenant, je vais laisser la parole au docteur Combi qui va vous parler des tests de dépistage. Bonjour. Alors voilà, certaines entreprises nous posent la question de campagnes de dépistage par test en entreprise. Bon, ça ne nous semble pas judicieux. L'entreprise, elle a un rôle d'information et de prévention. En revanche, il ne rentre pas dans ses attributions d'organiser des campagnes de dépistage par test. Alors, un petit rappel sur l'évolution de la cinétique de la maladie, c'est-à-dire l'évolution de la maladie dans le corps. Dans un premier temps, la personne contracte le virus et on peut donc retrouver le virus, par exemple, dans ses fosses nasales. C'est là où intervient le test virologique. Le test virologique, c'est un test qui recherche directement le virus dans les fosses nasales à l'aide d'une sorte de coton-tige. Dans un second temps, la personne qui a contracté le virus va fabriquer des anticorps afin de se défendre contre ce virus. Et ces anticorps, on les retrouve dans le sang. C'est là où on retrouve le deuxième type de test, c'est le test sérologique. Le test sérologique, c'est un test dans le sang et on recherche en fait les anticorps de la personne dans son sang. Malheureusement, ces tests ont des limites. Par exemple, dans le cas le test sérologique, s'il est positif, malheureusement, la personne, on ne peut pas savoir si elle est contagieuse, on ne peut pas savoir précisément si elle est guérie, on ne peut même pas savoir si elle est vraiment immunisée. Donc voilà, en cas de test négatif, en cas de test sérologique négatif, la personne pourrait être en période d'incubation, donc elle pourrait être contagieuse, et pourtant le test serait négatif. Donc voilà, ce sont des tests qui sont d'interprétation un peu délicate. Donc nous estimons qu'ils n'ont pas leur place dans des campagnes de dépistage organisées par l'entreprise.
En revanche, ces tests sont essentiels pour confirmer une suspicion de maladie devant une personne qui présente des signes cliniques tels que de la fièvre, de la toux, une perte de l'odorat, une perte du goût. Pratiquer ces tests permet de confirmer qu'il s'agit bien du Covid-19. Et d'autre part, ces tests pourraient avoir un intérêt pour évaluer peut-être la protection de la population, l'immunité de la population, mais ce n'est pas encore très défini. Et puis, bien entendu, ces tests ont une importance capitale dans la stratégie nationale de contrôle de l'épidémie. À l'heure actuelle, ces tests, ils sont prescrits par tout médecin. Ils sont prescrits par les plateformes départementales de l'assurance maladie. Vous avez dû entendre parler de ces fameuses brigades. Et ces tests peuvent également être organisés par l'ARS de Corse, qui pourrait être amené à intervenir dans le cas de situations plus complexes, telles qu'un cluster, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler de procédure de contact tracing. En fait, la procédure de contact tracing, c'est une procédure qui est organisée par l'assurance maladie et qui réalise des enquêtes autour d'un cas. C'est-à-dire que si une personne a été testée positive au virus, il y aura une enquête pour savoir avec qui cette personne a été en contact dans les 48 heures qui ont précédé l'apparition des signes et jusqu'à l'isolement de la personne. Donc, on va essayer de déterminer, les fameuses brigades vont déterminer quelles personnes ont été en contact avec ce malade et vont également tester ces gens. Toutes ces mesures ont pour but de bloquer l'épidémie, de bloquer le virus pour ne pas qu'on se retrouve dans la situation de l'hiver dernier. Alors, tout comme il ne nous semble pas judicieux que les entreprises organisent des campagnes de tests, en revanche, en cas de déclenchement de la procédure de contact tracing, les entreprises seraient très probablement sollicitées par l'assurance maladie pour déterminer sous forme de matrice qui a été en contact dans les 48 heures précédentes avec le malade. Là est le rôle de l'entreprise, mais probablement pas dans des campagnes qu'elle détermine par elle-même. C'est pourquoi il est vraiment essentiel qu'une personne malade puisse se déclarer, c'est la slide précédente, pardon, je suis bavarde, Nicolas. Il est vraiment essentiel qu'une personne malade se déclare auprès de son employeur afin que son entourage professionnel puisse être testé s'ils ont été déterminés comme cas contact. Alors, comme vous le savez, quand on a un arrêt de travail, on doit le transmettre à son employeur, mais on n'a pas à donner la raison de l'arrêt de travail. En revanche, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, la CNIL s'est prononcée et elle a émis la recommandation suivante, je vous la lis. Toute personne qui travaille au contact d'autres personnes doit, à chaque fois qu'il a pu exposer une partie de ses collègues ou du public au virus, il doit donc informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus. Tout cela a pour but, bien sûr, de bloquer l'épidémie. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Nicolas. Alors, quelle conduite à tenir en cas de suspicion de sujet malade? Moi, j'ai identifié 3 situations. Bon, il pourrait y en avoir davantage, mais voilà, j'ai pensé à ces 3 situations-là. La première, c'est le cas d'un salarié qui est à son domicile et qui présente des symptômes à son domicile. Ce salarié ne doit absolument pas se déplacer sur le lieu du travail et il doit en avoir été informé préalablement par son employeur. C'est là où le référent Covid a un rôle très important d'information en amont, c'est-à-dire dès à présent. Il doit informer ses collègues
qu'en cas de suspicion, en cas de signe chez soi, on ne se présente pas au travail. On ne se présente pas au travail. On reste chez soi, on s'isole des autres membres de la maisonnée, on appelle son médecin traitant afin d'être testé. Et si le test s'avère positif, eh bien, la procédure de contact tracing sera activée. Donc ça, c'est le cas du salarié qui est chez lui et qui est malade chez lui. Et il en avertit son employeur. Le deuxième cas que j'ai imaginé, c'est le cas du salarié qui présente des signes de la maladie au travail. Alors déjà, il faut évaluer la gravité. Si cette personne présente des signes de détresse respiratoire, c'est-à-dire elle respire très rapidement, elle a du mal à retrouver son souffle, elle a du mal à parler à cause de l'essoufflement, elle a du mal elle présente des signes de confusion, il faut appeler immédiatement le 15, le SAMU. Il faut isoler cette personne dans une pièce aérée et la personne qui va prendre en charge ce salarié doit se masquer, idéalement avec un masque FFP2, doit donc se masquer, essayer de rester à 1 mètre, respecter les gestes barrières. Le poste de travail de la personne malade doit être condamné pendant au moins 3 heures. Les toilettes de l'étage seront également condamnées pendant au moins 3 heures et ensuite ces locaux-là seront désinfectés. Si la personne qui a été donc évacuée présente un test positif, la procédure de contact tracing sera activée et les collègues contacts seront identifiés et seront également testés. Le troisième cas de figure que j'ai imaginé, c'est celui du salarié qui présente des signes de la maladie sur le lieu du travail, mais ne présente pas de signes de gravité. Il a peut-être un peu de fièvre, il tousse légèrement. Bon. Ce salarié, on doit lui mettre immédiatement un masque et il doit rentrer chez lui en évitant bien entendu les transports en commun. Ce salarié doit s'isoler chez lui et appeler sans délai son médecin afin que celui-ci puisse organiser le test. Et comme dans le cas précédent, le poste de travail doit être condamné pendant au moins 3 heures, les toilettes doivent être condamnées pendant au moins 3 heures et ces lieux-là doivent être désinfectés. Alors on parle beaucoup des toilettes, c'est parce que déjà les toilettes c'est un lieu où on touche les robinets, les poignées, les verrous, etc. Donc il y a beaucoup de contacts manuels et le virus se retrouve dans les selles. Donc voilà, on essaye d'être très très rigoureux avec la désinfection des toilettes. Tu peux passer à la slide suivante, Nicolas, s'il te plaît? Alors, la prise de température, c'est un sujet qui nous a, c'est une question qui nous a également été posée par certaines entreprises. Donc, non, la prise de température systématique à l'entrée sur les lieux du travail n'est pas recommandée. Alors, pourquoi? D'une part, parce que en France, en Europe, compte tenu de notre tradition de liberté, contrairement à l'Asie, par exemple, la température corporelle, c'est une donnée de santé qui appartient en propre aux salariés et l'entreprise n'a pas à en être informée. Bon. D'autre part, quelque chose qui paraît très logique, c'est qu'il existe des formes asymptomatiques de la maladie. On vous en a beaucoup parlé, vous connaissez ce sujet, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui portent le virus, qui sont contagieuses, mais qui en revanche n'ont aucun signe, pas de fièvre, pas de toux, rien du tout, et pourtant elles risquent de transmettre la maladie. Donc imaginons que l'on contrôle la température de tout le monde à l'entrée dans l'entreprise, qu'on laisse entrer uniquement les personnes qui n'ont pas de fièvre. Les salariés pourraient s'imaginer qu'il n'y a aucune personne malade ou contagieuse au sein de l'établissement et cela pourrait donner une fausse impression de sécurité et du coup un relâchement des gestes barrières alors que ces gestes barrières sont absolument essentiels. En revanche, le ministère de la Santé a recommandé l'autocontrôle de la température, c'est-à-dire que les personnes à leur domicile
si elles ressentent une impression de fièvre, d'être fébriles, un peu de tout, sont invitées à prendre leur température et à ne pas se présenter au travail si elles présentent de la fièvre. Alors, néanmoins, certaines entreprises peuvent faire le choix de faire ce contrôle systématique de la température. Alors, voilà, ça s'intégrerait dans un cadre global de prévention de la diffusion de la maladie, et cela devrait obéir à des règles strictes, c'est-à-dire que la prise de température se fait sur la base du volontariat. On ne peut pas obliger un salarié à prendre sa température. Les données de santé ne peuvent pas être enregistrées, et bien entendu, il n'y a pas de captation automatique de la température. Bien. Alors, si j'avais un petit rajout concernant la procédure de contact tracing. Vous avez peut-être pris l'habitude d'aller un peu sur notre site voir les différentes publications. Probablement la semaine prochaine, il y aura une publication sur le dossier Covid. Il y aura une publication sur le contact tracing qui sera plus détaillée que ce que je vous en ai dit aujourd'hui. Et puis d'autre part, bon, comme vous l'a dit Nicolas, le virus circule assez peu, semble circuler assez peu sur le territoire en ce moment. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une résurgence peut-être à l'été, à l'automne, on ne sait pas malheureusement. Donc, on pourrait vous proposer un webinaire spécifique sur contact tracing et conduite à tenir en cas de malades au travail. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous en faire la demande. Voilà. Merci. Donc, vous avez posé un certain nombre de questions. Vous pouvez continuer à le faire, hein. Donc, il y a 3 collègues qui répondent à vos questions sur la plateforme. Et on va essayer d'en traiter quelques-unes. Il nous reste un petit peu de temps. Et puis, on se partagera les réponses entre Stéphanie et moi. Alors, une première question qui est revenue plusieurs fois. Le port du masque est-il obligatoire pour les clients à l'intérieur de l'établissement? Stéphanie, tu veux répondre? Tu veux que j'y réponde? Vas-y. Alors, ce qui est clair et net dans le protocole de déconfinement, c'est que s'il y a rupture de la distanciation sociale, il faut qu'on porte un masque. Donc, pour les clients, dans le domaine de l'hôtellerie, restauration, ça va dépendre des situations. Par exemple, dans la restauration, les clients à table ne sont pas censés porter des masques, mais quand ils vont se déplacer, par exemple, pour aller au sanitaire, dans des zones où ils vont potentiellement croiser des gens, c'est recommandé. Ce que je peux vous conseiller, c'est que dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, il y a eu un gros travail qui a été fait avec l'ensemble des partenaires corses, à savoir l'agence de tourisme corse, les fédérations de l'UMI, la directe représentant l'État et les services de santé au travail. On a participé à ce travail, on a fait des expérimentations. Il y a un protocole adapté au contexte corse qui reprend les préconisations évidemment nationales, qui précise les mesures de prévention à mettre en place dans